Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro qui, cette semaine, nous entraîne dans une autre dimension, celle de l'occulte, de ses croyances et de ses représentations, plus vives et actuelles que jamais. Et pour nous guider dans ce monde magico-mystique, j'accueille deux invités, Davia Benedetti et Fabien Landron. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes les directrices et directeurs scientifiques de cet ouvrage collectif O Malo Mal de Oro, Mauvais œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée, coédité, il est là, hop, je vais le montrer, coédité par l'Université de Corse et les éditions Alain Piazzolla. Alors, en outre, Davia, vous êtes également maître de conférences en langue et culture régionale et anthropologue, et vous, Fabien, maître de conférences en études italiennes, le tout à l'Université de Corse. Alors, avant d'entamer notre voyage initiatique vers l'ésotérisme, j'aimerais savoir ce qu'il y a de plus méditerranéen en vous, Davia. Oui, alors. Benedetti, vous commencez. Alors moi, étant corse, je suis corse, donc je suis empreinte d'une histoire qui émane de tout un sillage gréco-latin, des conflits, des relations, des échanges, et forcément empreinte intrinsèquement de toute cette culture intra-méditerranéenne que je porte en moi et qui donc nous transmet certaines valeurs, je pense, communes de méditerranéité, telles que une qui me tient beaucoup à cœur, la famille par exemple. Par exemple. Pour vous, Fabien? Alors moi, ça rejoint un peu ce que disait Davia, c'est vraiment mon identité qui est méditerranéenne. C'est toujours difficile d'ailleurs de définir son identité. C'est Jacques Thiers qui disait que c'est un paquet encombrant. Et on ne sait pas trop quoi en faire de cette identité. La mienne est méditerranéenne, puisque je suis porto-vecchiais, Corse, le regard tourné vers l'Italie. Voilà, je me définis comme ça. Très bien, et on retrouve toutes ces composantes dans l'ouvrage que vous avez tous deux dirigé. Justement, comment aborde-t-on un sujet aussi insaisissable, aussi irrationnel que l'occulte de manière scientifique? Fabien, peut-être un retour sur la genèse du projet. Oui, effectivement, il y a deux questions en une. C'est vrai que c'est difficile de mêler à la fois le scientifique et la croyance, mais je pense qu'on reviendra sur cet aspect-là un peu plus tard. Mais la genèse du projet, puisque c'est à la fois un colloque puis un ouvrage qui est issu d'un colloque sans être forcément des actes, mais c'est un projet, disons, global sur l'aspect méditerranéen de ses croyances autour du mauvais œil, de ses rites, de ses rituels, de ses figures. Et en fait, tout est né d'une lecture d'un livre qui était commis, un roman qui était commis par un bookstagrammeur. Donc c'est quelqu'un qui parle de livres, de littérature sur Instagram, oui. Qui s'appelle Gaetano Lamberti, qui a publié ce roman qui est intitulé Le Janare. Et les Janare, c'était ces sorcières de Benevento, en Campanie, donc sorcières d'un territoire rural. Donc on est du côté de la région de Naples, donc on est en Italie. Et pourtant, la lecture du livre, on peut faire un parallèle, mais qui est assez impressionnant avec la pratique du mauvais œil telle qu'on la vit chez nous. Il y a un chapitre d'ailleurs dédié à ces Janare, oui, de Gaetano Lamberti, et qui est venu, qui a fait le déplacement d'ailleurs pour le colloque. Et on retrouve un peu tous les éléments qui permettent de se protéger du mauvais œil, de s'en défendre également, le rite aussi, les gouttes d'huile dans l'assiette, etc. Et c'est assez fou de voir que à travers une simple lecture d'un roman italien, eh bien, on peut retrouver cette méditerranéité et ce continuum méditerranéen entre nos pratiques et nos communautés. Davia, sur la méthodologie et le rapprochement pluridisciplinaire, parce qu'il y a des historiens qui interviennent, des chercheurs, des universitaires, des auteurs, on lit cet ouvrage comme une enquête. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que co-directeur, l'enjeu pour nous, c'était de ne pas s'enfermer dans des chapelles, à la fois de croyants ou non-croyants ou des chapelles disciplinaires. C'était vraiment de dépasser un seul point de vue pour aborder différents points de vue, en tout cas aborder ces pratiques magico-religieuses selon différents points de vue. Donc il s'agit vraiment pour nous, au-delà même du pluridisciplinaire, de faire du transdisciplinaire, donc de dépasser la somme des points de vue pour arriver à agréger un ensemble. C'est ce qu'on a fait en introduction, en conclusion, et au fil des liens, des chapitres. Et après, bien sûr, l'enjeu était aussi de créer de la cohérence en 3 chapitres entre toutes les propositions faites par les auteurs. Et la dimension méditerranéenne renforce cette idée d'investigation, puisqu'on dépasse, vous l'avez dit, non seulement une discipline, mais un territoire, une langue et une communauté.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on se rend compte qu'il y a un réel continuum entre à la fois les croyances et les pratiques. Il y a aussi une cohérence dans le livre entre les différents co-auteurs, puisqu'il y a à la fois des chercheurs, mais il y a aussi des acteurs culturels qui ont participé, même des enseignants. Donc, bien sûr, il y a une exigence de scientificité, d'avoir un regard scientifique distancié sur la pratique. Il ne s'agit pas de se faire peur à travers ce livre, hein, mais vraiment d'avoir un point de vue distancié. Encore que. Et encore que, bien sûr, chacun peut y trouver aussi la motivation qu'il y recherche. Mais en tout cas, on tient compte, en tout cas, des points de vue et même d'où parle l'auteur. Oui. Voilà. Et a-t-on des éléments de réponse sur le partage, sur le voyage de ces croyances en Méditerranée ? Est-ce qu'on sait comment elles ont voyagé ? C'est une très bonne question. Alors nous, on est encore au stade où on pose des questions. Je pense que c'est le principe du chercheur de poser des questions. Il n'a pas toujours la réponse, mais effectivement de présenter différents travaux sur justement ces traces qu'on retrouve, hein, qui sont un peu les mêmes d'un territoire à l'autre, d'une identité à l'autre, hein, pour reprendre le terme du départ. On s'interroge, on se demande si c'est un fait qui est purement insulaire, qui est peut-être aussi culturel. Est-ce que c'est méditerranéen ? Oui. Est-ce que c'est propre à des communautés rurales ? Puisque ce sont des choses que l'on peut retrouver également dans d'autres contrées hors Méditerranée. On parle d'Euro-Méditerranée beaucoup, on parle aussi peut-être même du continent africain, en Amérique du Sud, en Amérique tout court. Le vaudou, par exemple, Haïti, bon, tout ça sont des choses que l'on retrouve un peu partout. C'est jouer à se faire peur, on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui peut motiver de telles pratiques et qu'est-ce qu'on recherche, nous, en tant qu'individus, croyants ou pas, dans ces pratiques et dans ces rites. Justement, Dalia, est-ce qu'il y a une fonction sociale à la magie ? Bien sûr, on se rend compte, et ça, même Evan Pritchard l'a vraiment bien expliqué, on se rend compte que notamment en temps de crise, lorsque la pensée rationnelle, donc tout ce système de pensée qui est lié à une pensée scientifique, rationnelle, lorsque cette pensée-là ne peut pas expliquer, on a recours aux magico-religieux pour expliquer le réel. Et on se rend compte aussi que ces deux systèmes de pensée, à la fois rationnel et intuitif, finalement ne s'opposent pas dans une même société, ils viennent s'équilibrer. Donc le magico-religieux, finalement, a une fonction sociale d'équilibrer le rapport au réel, le rapport à nos angoisses aussi, et à tout ce qui nous fait peur, aux forces immanentes à la nature, finalement, qu'on retrouve dans toute la Méditerranée, pour rejoindre ce que dit Fabien, et qui sont invisibles, qui ne sont pas expérimentales, qui ne sont pas explicables par la raison. Et du coup, bien, on a des pratiques et des croyances qui nous permettent de s'accrocher à tout ça, quoi. Alors, et selon une étude menée par la Fondation Jean Jaurès et l'Institut IFOP en janvier 2023, 58% des jeunes âgés de 18 à 24 ans croient à au moins une superstition à caractère occulte, donc 48% aux esprits et 44% au mauvais œil, un taux qui est en forte croissance depuis plus de 20 ans maintenant. C'est au final aussi, Fabien, peut-être une quête de sens et le fait aussi d'appartenir à une communauté, chose que la science ne donne pas et où la religion n'y répond plus. Absolument, comme on l'a dit à plusieurs reprises, chacun peut trouver dans ses croyances et dans ses rites ce qu'il cherche, en fait, selon sa propre quête d'identité et de sens. Oui, c'est d'une certaine façon se faire peur, mais c'est aussi l'idée de se retrouver dans un fait culturel qui est propre à une communauté. C'est le cas beaucoup en Corse. Hein. On prend souvent cet exemple, mais on a tous sur nous un morceau de corail, un œil de Sainte-Lucie, un bracelet rouge, n'est-ce pas Caroline ? Ou les trois. Ou les trois, ou plus encore. Mais c'est vrai que c'est une manière aussi d'afficher notre appartenance à une communauté. Et donc c'est aussi une façon de définir son identité. Et c'est une chose qu'on retrouve, si on prend la question du corail, elle est présente en Campanie, du côté de Naples, elle est très présente aussi chez nous en Corse. Dans le même esprit, on évoquait la religion. Les rapports avec l'occulte, c'est, pour schématiser un peu, je t'aime moi non plus. Par rapport à la religion ? Oui. C'est-à-dire que ce qui est religieux est institué et ce qui est occulte ne l'est pas, est une culture populaire. Donc forcément, à un moment donné, la religion a cherché à procéder à une inculturation, c'est-à-dire à s'investir dans la vie populaire, donc notamment dans les rites populaires, pour pouvoir prendre le pas et prendre la place. Donc ça a donné lieu à des tas d'interdits. Mais comme le disait Fabien tout à l'heure, parfois, dans des campagnes, la culture païenne et donc
donc tous ces rites magico-religieux ont quand même perduré, malgré toutes ces inquisitions, etc., ces chasses aux sorcières aussi. Voilà, donc ça a perduré malgré finalement ce processus d'acculturation qui faisait que la religion venait assimiler une culture populaire qui était plus minoritaire. Alors, vous avez fait une transition parfaite puisqu'on a parlé de l'œil, mais il y a aussi une figure qui traverse la Méditerranée, c'est celle de la sorcière. Et là, on investit le champ politique, c'est-à-dire la place des femmes et la condition féminine en Méditerranée à travers les âges. Oui. Et il ne faut surtout pas qu'elles soient trop savantes, ces femmes sorcières, Dave. Eh bien oui, c'est-à-dire que déjà la sorcière, depuis l'Antiquité, à Circé et Médée, déjà dans l'Odyssée, il y avait la sorcière qui était, avec le côté séduisant de la sorcière, il arrive déjà de très loin. Et ensuite, le rapport à l'occulte, le rapport au magico-religieux, il existe depuis toujours. Il est à la marge, mais il existe. À la marge parce que, notamment, les femmes détenaient des pouvoirs, des savoirs, connaissaient l'usage des plantes, etc., etc. Donc forcément, elles ont fait l'objet de chasse ont été très réprimandées. Et oui, en effet, ce sont des femmes. Et puis la sorcière a bon dos. Oui, c'est ça, aussi, absolument. Parce qu'on l'accuse de tous les maux. Et souvent, d'ailleurs, la figure de la sorcière est utilisée pour expliquer des maux inexpliqués ou inexplicables. Et d'ailleurs, comme l'autre en général, où ces pratiques-là, ça permet de mettre des mots et des concepts sur des choses qu'on n'a pas envie de s'expliquer. La Yanara, pour la reprendre en Campanie, elle appuie sur le torse, la poitrine des hommes notamment, pour les étouffer, mais simplement pour expliquer des crises d'angoisse et autres. En Sardaigne, la sorcière était là pour voler les enfants, la vie des enfants. Elle leur suçait le sang et c'était une façon d'expliquer la mort subie du nourrisson. Mais encore une fois, c'est toujours la femme qui a bon dos. Bien sûr. Et en Italie, avant d'être sorcières, je disais, elles sont savantes, puisqu'elles ont accès à l'université, notamment l'université de Naples, dès le Moyen-Âge. Oui. Alors que les misogynes se rassurent, ça changera très vite. Mais bon, en tout cas, elles y avaient accès. La place de la femme dans la culture italienne, oh là là, non. Qui dit mauvais sort dit aussi protection. Heureusement. Là encore, certains symboles sont partagés en Méditerranée. Le fer, le corail, vous en avez parlé, l'œil de Sainte-Lucie. Surtout, ils sont réinterprétés et les nouvelles générations se les réapproprient. Et ça, c'est une bonne chose. Fabien, sur cet aspect de réappropriation culturelle. Alors, une bonne chose, une mauvaise chose, dans tous les cas, c'est le... Ça permet de faire survivre. Oui, ça permet de faire survivre encore une fois ces croyances-là, mais aussi cette appartenance, comme on le disait tout à l'heure, à cette communauté. C'est-à-dire qu'on se revendique d'un territoire parce qu'on va porter autour du poignet une petite croix où on se reconnaît entre Corses, via ces objets qui sont un effet de la marchandisation, de la commercialisation, mais après, chacun, encore une fois, il voit ce qu'il veut. Qui n'a jamais offert à un bébé une main en corail ou un objet de protection ? C'est très vivant chez nous. On passe notre temps à faire des cornes. Oui. On a peur du regard envieux de l'autre. Mais c'est vrai que c'est une manière, effectivement, de se raccrocher à notre identité, partagée et partageable, évidemment, dans une perspective tout à fait méditerranéenne. Davia, sur ce point. Certainement aussi que, compte tenu qu'on est à l'heure du numérique, peut-être qu'on a besoin de retrouver du lien social et de la matière. Et que les amulettes permettent justement déjà d'être offertes, donc de créer du lien et de matérialiser le rapport à quelqu'un, le rapport à une protection d'un autre ou d'un tiers, ou même le rapport au fait que l'autre peut avoir envie, peut être jaloux, donc s'en prémunir. Voilà. C'est une manière aussi de matérialiser la notion de transmission, parce que aussi, souvent l'irrationnel dans tous ses aspects peut être transmis de l'un à l'autre. C'est le cas aussi pour la prière de l'autre, qu'on apprend la nuit de Noël, du 24 au 25, et qu'on ne doit surtout pas répéter en dehors de cette période-là. On peut la retenir ou on peut l'oublier d'ailleurs. Justement, vous ne dites pas tout. Il ne faut pas tout dire. Et d'ailleurs, ce qui est important aussi, et c'est surtout valable, je crois, dans les représentations liées à la culture corse, on a beaucoup de mal à représenter le rite de l'autre, on a beaucoup de mal à montrer des choses qui ne doivent pas être montrées plus que ça. En tout cas, on le fait à travers des représentations. On a du mal à le transmettre. C'est ce qu'on nous dit notamment au niveau du cinéma, où on nous montre pas clairement les choses. En revanche, voilà, c'est partie de... Un peu le secret aussi fait partie un peu du jeu.
Ces croyances ont dû s'adapter, hein, vous l'avez dit, à travers les âges pour arriver jusqu'à nous, d'autant plus qu'elles étaient considérées comme appartenant, et c'est vous qui le disiez, Dalia, à une sous-culture, mais au sens péjoratif du terme, parce que balayées par la culture dominante. Aujourd'hui, elles redeviennent culture populaire. C'est une boucle est bouclée. Comment vous l'appréhendez ? Il me semble que de toute façon, elles ont toujours existé. Après, comment elles sont données à voir, données à vivre, réappropriées, notamment par de nouveaux langages, on le voit dans ce livre. Hein. Ça donne aussi de la matière à création, dans le cinéma, dans les bandes annonces de séries télé. Voilà. Dans les jeux vidéo aussi. Donc ça veut dire que toutes ces croyances sont source d'inspiration, comme l'a été et l'est toujours la religion, comme voilà. Donc ça existe, ça persiste, et en temps de crise, et sachant tout ce qu'on a traversé en ce moment, pandémie, crise économique, crise écologique, etc., on s'y accroche d'autant plus et d'autant mieux. En tout cas, s'il n'y a pas forcément récupération, et en tout cas un ancrage de ces croyances, de ces pratiques, ou l'existence en tout cas de cet ensemble d'éléments dans la culture populaire, et qui se réapproprient ces éléments. Et d'ailleurs, la couverture du livre qui est signée Anto, fils de Pop, qui met au centre d'un triangle autre symbole, mais qui met un œil qui est l'œil des dessins animés japonais qu'on regardait quand on était petit. Absolument. On voit aussi qu'il y a une réinterprétation de ces codes, de ces éléments à la lumière de la culture populaire qu'il faut absolument défendre. Est-ce que vous considérez que la boucle est bouclée, en un sens ? D'une certaine façon, oui, puisque un ouvrage comme celui-ci ou des chercheurs comme nous s'intéressent aussi à la culture populaire. Donc il y a une récupération aussi scientifique de ce matériau qui est à mon avis, très intéressant à étudier. Ça va presque à contresens de la tendance actuelle qui dénonce justement l'appropriation culturelle. Là, au contraire, on est dans le partage pour des choses qui sont censées rester confidentielles. C'est presque, on va pas dire schizophrénique, mais en tout cas paradoxal. Il s'agit d'expliquer le phénomène. Oui. Il ne s'agit pas de dévoiler le secret d'une culture qui est spécifique. Par exemple, on ne dévoile pas la prière de l'eau. Par exemple. Voilà, surtout. Après, tu voulais dire quelque chose ? Oh, pardon. Après, c'est certain que sous tout ça, d'un point de vue du scientifique, c'est abordé en distance et pas dire voilà, je vous donne les secrets inexpliqués jusqu'alors, c'est certain. Une chose que démontre le livre, en tout cas, c'est l'omniprésence, en tout cas, de ces phénomènes dans cette culture populaire dont nous parlions. On a parlé de cinéma, on parle de séries télé, de chansons également, de littérature, si on va dans des choses entre guillemets plus nobles, mais moi je pense qu'on peut tout mettre sur le même point, sur le même plan, mais en tout cas il y a une véritable tendance, alors à la fois à se faire peur, mais aussi à se raccrocher à ces éléments de façon cyclique, hein, de toute façon, même dans les séries, dans les productions audiovisuelles, c'est quelque chose qui revient très souvent, y compris dans le cinéma, dans les séries italiennes dont on parle dans le livre. Voilà, c'est quelque chose qui revient et qui démontre le public, grand public, a besoin de se reconfronter à ces éléments. Et quoi qu'il en soit, vous laissez le lecteur croire un peu, beaucoup, ou pas du tout, alors que le mauvais œil, lui, laisse peu de place au libre arbitre. Donc c'est une chance pour le lecteur. C'est important aussi de exposer les faits tels qu'ils sont, sans surinterpréter. Absolument. Après, ce qui est craint parfois par les personnes qui portent ces croyances, c'est qu'elles soient réappropriées ou réinvesties d'une façon qui ne soit pas originelle. Oui. Ça, c'est un procédé qui est humain et qui est normal, c'est-à-dire qu'on craint que sa culture soit minorées au point qu'elles disparaissent. Cependant, les pratiques magico-religieuses sont populaires et elles inspirent et du fait qu'elles soient populaires, elles appartiennent à tous les gens. Et ces gens-là sont inspirés notamment pour les représenter en peinture, en spectacle, au cinéma, en jeux vidéo, comme la religion l'a été, notamment à la Renaissance. On est très beau, même si la Renaissance est portée par l'humanisme et cette idée que la croyance ne fait pas tout, eh bien, ça a donné lieu quand même à des superbes œuvres d'art. Donc, ça a de tout temps existé, une croyance a toujours été esthétisée. Et peut-être que notre esthétisation, dans cette période postmoderne, c'est peut-être ça. Voilà. Allez, Davia, Fabien, il est temps de passer au Zoom de la semaine.
Alors, ce livre matérialise en quelque sorte la volonté de l'Université de Corse de s'ouvrir à l'international et à la Méditerranée en particulier, ce qu'elle fait déjà quand même depuis un petit moment. Mais Fabien, vous avez une mission bien particulière s'agissant de l'Italie. Oui, alors on est une université effectivement méditerranéenne, mais on peut l'être toujours plus. Évidemment. Et, effectivement, j'étais très touché, très flatté que le président de l'université, le professeur Federici, m'ait confié cette mission de porter, disons, la voix de l'Université de Corse à l'international et en particulier vers l'Italie, puisque je suis chargé de mission en relations internationales, coopération avec l'Italie. Le titre est un peu long, mais en tout cas, ça fait du bien de travailler dans ce sens. Il y a effectivement des choses qui se faisaient avant. Moi, mon rôle, aux côtés de Christophe Paoli, qui est notre vice-président en relations internationales, c'est d'opérer, disons, de façon transversale, de mettre en commun. On tient beaucoup à cette idée du commun, du commun, oui. De manière aussi à pouvoir collaborer et coopérer avec nos voisins italiens. On le fait de façon d'ailleurs assez facile. On porte actuellement plusieurs projets d'universités, alliances d'universités européennes, des coopérations et collaborations plus précises avec certaines universités, Bologne, Pise. On a des projets du côté de Rome, de Bari, de Venise. Bon, voilà, les choses sont en cours et on essaie de redonner cette italianité à la Corse à travers le rôle de l'université aussi. Et vous, Davy, en tant que directrice du Centre culturel universitaire, ces partenariats, évidemment, vous nourrissent aussi? Oui, tout à fait. Alors, notamment dans le cadre des programmations, l'année prochaine, on va recevoir notamment des compagnies italiennes en théâtre, en danse. Donc voilà, ces échanges nourrissent à la fois la recherche, parce que dans le cadre soit de l'UMR LISA, qui est notre laboratoire de recherche, et du centre culturel qui accueille aussi des conférences. Voilà, on accueille et des chercheurs de Méditerranée, d'Italie d'ailleurs, et des artistes aussi. Et cette relation permet aussi de nourrir des vocations pour nos étudiants, notamment nos étudiants artistes ou nos étudiants en langue et tous les étudiants en général, de toute façon. Bien sûr, c'est inspirant. Et vous portez tous les deux le projet RIM, représenter les identités méditerranéennes. Absolument, et on attaque, je dirais, le volet 2, le projet autour de l'eau qui fait partie de cette première mouture, je dirais, de ce projet RIM. Et c'est un projet qu'on va développer sous différents aspects. On est superstitieux, c'est le cas de le dire. Donc vous n'allez pas nous dévoiler le prochain sujet. Mais non, mais en tout cas, on va continuer, à mon avis, de travailler sur ces idées de représentation à travers les arts, la littérature, etc., dans une perspective méditerranéenne, pas que, euro-méditerranéenne, mais on élargit aussi les champs d'action. Évidemment, l'Italie sera très présente puisque le traité du Quirinal, notamment, nous invite à relancer un petit peu la dynamique franco-italienne. Franco-italienne, absolument. Des accords bilatéraux et de raisonner aussi en tant que citoyen européen. Allez, c'est l'heure de passer à la bande originale. Là, on peut dire qu'il y a au moins 2 personnes sur 3 sur le plateau qui sont ravies. Non, je le suis aussi. Quand Fabien est ravi, je le suis aussi. Bon, c'est parfait alors. Allez, la bande originale signée Fabien Landron. Ou plutôt... Oui. Alors, je n'y suis pour rien. Vous avez choisi. J'ai choisi. Marco Mengogne, vainqueur de Sanremo édition 2013. Il représentera l'Italie à Liverpool, je crois, oui, le 13 mai prochain. Ce sera pour l'Eurovision. On parie sur lui ou pas du tout? On a peu de chance. On va dire qu'on supporte l'Italie, donc on espère qu'il va gagner. J'ai quelques réserves là-dessus. En tout cas, les paris ne le donnent pas vainqueur, mais sait-on jamais. On a eu des gagnants par le passé. Les Maneskin ont gagné, donc pourquoi pas lui aussi cette année. Pourquoi pas? Et on va écouter D'où est vite. D'où est vite, et donc il a gagné le Festival de Sanremo cette année, qui sera proposé avec une nouvelle version qui doit coller aux 3 minutes de l'Eurovision pour la prochaine édition. On va raccourcir cette chanson, c'est pas possible, elle est trop belle. Elle est trop belle, n'est-ce pas? C'est la chanson que j'écoute le plus en ce moment, bien sûr, et j'avais parié que la chanson gagnerait Sanremo, parce que je suis moi-même un expert de Sanremo, peut-être le plus grand expert en Corse, et je sais qu'on a une fan aussi, n'est-ce pas? J'avoue, je confesse. Fabien Landron, oui Davy, dites-moi. Non, c'est juste son côté romantique. C'est ça. La chanson veut dire autre chose aussi. Oui, bien sûr, oui. Parfait, allez, Fabien Landron, Davy Benedette, merci de m'avoir accompagné durant cette émission. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Occhio Malocchio, Mal d'Or, Mauvais œil et autres pratiques magico-religieuses en Méditerranée, coédité par l'Université de Corse et les éditions Alain Piazzolla. J'ai hâte de connaître votre prochain sujet d'étude.